à la naissance de mon fils, j'ai eu ce moment où je le vois dans les bras et que je me suis dit, c'est incroyable, mais si j'accepte de regarder objectivement tout ce que je suis et la plus grosse honte que je pourrais me supporter de me voir, c'est-à-dire vraiment j'accepte tout ce que je suis tout de suite, pouf, je le regarde et je me dis, ça peut être de sa faute que je rate. Est-ce que tu dirais que tu as évolué dans la manière de consacrer à ton travail d'écriture ces 3 derniers spectacles, par exemple ? Oh bah ouais, maintenant je bosse. Est-ce que c'est à quoi c'est lié ? Est-ce que c'est lié justement au précisément à constat que t'as fait ? l'arrivée de mon premier fils. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Enfin, non, mais j'allais te demander si c'était lié à tes changements de vie, j'imagine. Bah ouais, en fait, au début, j'avais une espèce d'impression globale. Moi, je suis un petit provincial qui vient de Nancy. J'arrivais sur Paris et en vrai, les 3-4 premières années, j'ai beaucoup travaillé, ça c'est sûr. Mais j'avais l'impression qu'une fois que j'avais fourni ce travail-là, il y avait un facteur chance qui allait rentrer en ligne de compte. Donc au bout de 3-4 ans, j'ai un spectacle qui fonctionne plutôt bien, les gens sont contents, ça rigole un peu, je me bagarre et je fais plein de choses, mais pour passer l'étape d'après, j'ai envie de dire, c'est plus de mon ressort, il faut faire des bonnes rencontres, il faut qu'il y ait la télé qui vienne, il faut qu'il y ait machin. Et donc, ça c'est des phases, mais en tout cas j'ai eu ce rapport-là, un moment où je me suis dit, bah en fait visiblement ça marche pas comme ça. Peut-être au bout d'un an que ça commence à devenir routinier, que je m'éclate moins sur scène parce que j'ai moins l'impression d'être dans le truc. Je me dis, bah j'ai mon spectacle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Bah voilà. Tu veux dire qu'à ce moment-là tu le faisais pas évoluer à chaque spectacle? Si, mais presque par flemme, c'est-à-dire que je n'étais pas précis et donc je le jouais un peu différemment chaque soir et donc par manque de précision le spectacle évoluait et je me cachais derrière un bah ouais mais c'est comme ça. Alors que là il évolue mais toujours dans le bon sens, c'est-à-dire que quand il évolue et que il perd en précision, stop, j'ai une alarme mentale qui me dit il évolue, d'accord, tu t'es amusé, tu as un peu créé, tu es allé voir où ça a donné, maintenant back to basics, tu reviens et tu replaces ce qu'il fallait placer. Là où avant YouTube, qui aujourd'hui YouTube m'impose une création permanente et donc me garde dans une exigence permanente. Avant YouTube, j'avais pas besoin d'écrire, j'avais écrit mon spectacle, je jouais 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine. Bah, mon travail c'était d'aller au théâtre, de jouer, de rentrer chez moi. Si ça se passe pas bien soir, c'est pas très grave, je reviens demain. Il y avait une espèce de distance que je m'étais mise pour me protéger un peu aussi, parce que tu peux pas non plus jouer tous les soirs sous pression. Donc je m'étais dit accepte, mais sauf que d'acceptation, au bout de 3 mois tu te dis putain c'est fou ce que j'accepte. Je suis un peu tranquille pépère, bon bah il va falloir que je me remette dans un autre état. Puis je me suis recommencé, voilà, On ne demande qu'à en rire est arrivé sur France 2. J'y suis allé par nécessité de contrainte, c'est-à-dire que je me disais bah en vrai faut pas être con. Ton emploi du temps n'est pas full, vas-y, et puis vois ce que ça donne, quoi. Et comme je suis une tête de débile, pour le coup, une fois que je me suis lancé dans quelque chose, je lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que je me trouve pas extraordinaire dans l'émission, mais il est hors de question que je m'arrête sur un échec. Le problème, c'est que quand j'ai des réussites, il est hors de question que je m'arrête, puisque ça y est, j'ai trouvé comment réussir. Donc je m'arrête pas. Et puis dans le même temps, j'ai mon fils qui arrive, et je me souviens, ça c'est vraiment un truc. À la naissance de mon fils, j'ai eu ce moment où je le vois dans les bras et que je me suis dit, c'est incroyable, mais si j'accepte de regarder objectivement tout ce que je suis et la plus grosse honte que je pourrais me supporter de me voir, c'est-à-dire vraiment j'accepte tout ce que je suis tout de suite, pouf, je le regarde et je me dis, ça peut être de sa faute que je rate. Ça peut être une excellente excuse. Je peux me dire, ma carrière, je l'ai développée, puis à un moment, j'ai eu mon fils, puis après, les choses se sont faites, je me suis plus lancé dans... j'avais envie d'être présent. C'est un discours acceptable. Absolument. Et je me suis dit, c'est fou comme là, tout de suite, j'ai le choix de devenir médiocre officiellement et que ce soit pas de ma faute. Et je l'ai vu là, et je l'ai vu avec son petit sourire que j'aime tellement. Et je me suis dit, mais c'est... tu sais quoi, en fait, on va faire les deux, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai charbonné beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et c'est dans la foulée que, dis donc, Internet est arrivé, parce que je savais qu'il me fallait une contrainte. Je me connais. Sans contrainte, je ne travaille pas. Donc, il faut que je m'en cale. Et le meilleur moyen de se caler une contrainte, c'est quand même de sortir une vidéo par semaine. Et tu es obligé d'en sortir une. La première semaine, tu choisis, tu dis, elle peut sortir dans 2 semaines. Après, après, tu te rends compte que quand même, puis au bout de 3-4 semaines, les gens, ils commencent à se dire, tiens, c'est le samedi. Et puis toi, tu as l'impression que les gens commencent à se dire, mais tu fais 2000 vues. Mais 2000 vues. Tu dis, putain, 2000 personnes.
envie de les satisfaire. T'as l'impression que tous ils t'attendent et que sûr, putain, c'est bien 2000 sûr. ultra fans et puis tu mets tout ton cœur. Ouais. Et puis tu te rends compte des années plus tard que ouais, t'as mis un peu trop d'émotionnel là-dedans. Ouais. Mais en attendant, ça m'a fait du bien de le mettre ce truc-là parce que ça m'a imposé Un rythme une d'écriture. régularité, un rythme d'écriture, une découverte de mes limites. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai pas. C'est-à-dire qu'en vérité, je pourrais tout à fait écrire un spectacle par mois si c'était nécessaire. Il serait mauvais, mais je pourrais. Là où on a l'impression sans arrêt, psychologiquement, on se dit non, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Je peux pas écrire un sketch par semaine. Je peux pas. Au début, je me limitais, j'avais 350 mots à écrire. Il fallait que ça fasse que 2 minutes sur YouTube, sinon j'étais pas capable de l'apprendre par cœur. Aujourd'hui, quand je dépasse les 1000 mots, je suis capable de l'apprendre par cœur et de le restituer une heure plus tard. Et je me rends compte qu'en fait, ben non, tu progresses, tu avances et tu passes énormément de temps à te trouver des excuses à tes limites et même à t'inventer des limites. Parce que c'est vachement bien de se dire aussi, bah, je suis pas capable, donc je vais pas y aller. Ben non, il y a un côté entrepreneur aussi de, mais vas-y, fais de la merde. Moi, combien de vendredis, et je le dis, c'était la 297e vidéo qu'on a fait vendredi dernier, 297 vidéos. Ça m'est arrivé, je pense, 50% du temps de me retrouver à 16h avec, j'ai écrit tout ce que j'ai pu, hein, mais à me dire, écoute, c'est médiocre, mais il y a un moment, il y a un truc qui va sortir. Donc, il y a 2 solutions. Soit tu te braques et tu dis c'est de la merde et j'y arriverai pas, soit tu te dis bah je vais faire ce que je peux. Voilà, pousse jusqu'au bout, tu fais ce que tu peux. Et 19h, le spectacle est à 20h, pousse encore, cherche encore. Et en fait, quand on arrive au truc où tu dis mais en fait chaque vanne en plus est bonne à prendre, c'est pas grave, cherche et tu te pardonnes ta merde et en fait tu continues à chercher et puis il y a un moment en fait à la fin, bah si c'est mauvais, mais t'as fait de ton mieux et en fait ça change tout. Et donc tu t'éloignes de tes angoisses. Au début, tes angoisses, c'est de faire des trucs bien. Ouais. T'as envie de faire bien. Franchement, quand tu fais un métier, n'importe lequel d'ailleurs, n'importe lequel, t'as envie d'être bien, t'as envie d'être fort, t'as envie d'être admiré, t'as envie qu'on se dise waouh, t'as envie d'impressionner les gens, t'as envie de compter, t'as envie que socialement ça te donne une position. Et puis à un moment, tu finis par lâcher l'affaire et te dire mais juste je fais de mon mieux et on voit ce qui découle. Et ben moi j'ai beaucoup de ça dans mon travail. Je me dis bah vas-y, tu peux rajouter des enjeux. Et au pire, ce sera nul. Et c'est pas toi qui décides si c'est nul en plus. C'est le public. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu dirais que justement cette contrainte que tu te mets d'écrire toutes les semaines, ça t'a aidé à t'améliorer dans l'écriture des spectacles ? Je pense. En fait, ça me donne confiance en moi. Parce que chaque semaine, et sans mentir, pour le coup, depuis les 297 vidéos, chaque semaine, je suis persuadé que je n'y arriverai pas. Et chaque semaine, je me mets donc dans cet état de lâche l'affaire, fais ce que tu peux. Mais d'abord, je me dis, comment tu veux que je fasse quoi ? Moi, je me souviens de ma première grosse angoisse, c'est-à-dire que la première vidéo, j'ai le temps d'en faire ce que je veux, machin. La deuxième vidéo, il y a les attentats de Charlie Hebdo. Je suis coincé, il va bien falloir que j'écrive sur un sujet d'actualité, ça va être difficile d'éviter celui-là. Je me confronte à un univers que je ne maîtrise pas, je n'ai jamais écrit sur des trucs négatifs comme cela et angoissants. Moi, j'écrivais sur la carte bleue avec le code qui fait chier quand tu reçois par SMS. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'étais que dans du quotidien sympatoche et j'allais pas du tout me confronter à ces trucs-là. Et donc, en fait, voilà. Et de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e vidéo, je cherche des sujets d'actu, je sais même plus quoi traiter. J'ai l'impression que j'ai plus de fond, je suis plus assez intelligent. J'ai mis tout ce que j'ai pu dans mes 7 premières vidéos et ça y est, je suis qu'une merde. Et puis la 8e sort, puis la 9e sort, puis la 10e. Puis en fait, petit à petit, puis tu te rends compte qu'à un moment, en fait, j'ai l'impression d'être plusieurs dans ma tête. Et je le dis pas en mode barge. C'est-à-dire que je fais confiance à quelque chose qui se passe là-dedans et qui n'est pas de ma propre décision. Il y a des moments, il y a des choses que je décide et il y a des moments où il y a des évidences. Et quand tu pars en écriture, bah, tu peux savoir que là-dedans, t'es pas tout seul. C'est pas que toi, à la force du poignet, c'est aussi ton cerveau, là, il compile des choses et tu lui as rien demandé. Hein. T'es pas dans un processus actif, mais il bosse pour toi et gratos. Et donc lui, faut lui faire confiance, il faut le laisser s'exprimer. Et en faisant des sketchs toutes les semaines, en écrivant 6, 7, 8 minutes toutes les semaines, tu te rends compte que ton cerveau... Voilà. Tu apprends à lui faire confiance. Et donc, et bizarrement, je suis beaucoup plus angoissé dans l'écriture d'un spectacle que dans l'écriture d'une vidéo. Alors que il y a des histoires dans les vidéos qui sont formidables quand je les transcris sur scène. Il y a des histoires où tu te dis, ça ne va rien donner, l'histoire du yaourt qui je crois que ça doit être 2017 que j'ai sorti, ou 2018, qui a fait 20 millions de vues.
c'est une blague tellement ça faisait des mois, tiens, pour le coup, que je l'avais noté en me disant ce sera marrant cette histoire du yaourt. Je verrai ce que j'en ferai, quoi. Okay. Je verrai peut-être un jour ça. Et puis il y a cette semaine-là où je suis en galère de sujet, je sais pas quoi raconter, je cherche et je me dis putain, il y avait l'histoire du yaourt là, ce serait marrant. Je l'écris, je la joue dans le didon, elle marche très très bien. Je me dis super, je la poste sur internet, 20 millions de vues. Je la joue sur scène après parce que je me dis putain, elle a tellement bien fonctionné. Je me rends compte que dans la salle, tout le monde la connaît cette histoire, donc j'arrête de la jouer parce que j'ai pas envie que les gens voient trop des trucs qu'ils ont déjà vus. Ouais. Et en fait, en réalité, je la fais en scène ouverte. Et en fait, l'histoire est hyper forte et elle mériterait complètement d'être dans un spectacle. Alors que pour moi, c'était de l'anecdotique. Donc il y a des fois, c'est surtout un truc qu'il faut retenir, c'est pas à toi de choisir. Ouais. Écris tout ce que tu peux écrire, tu le fous là, et puis tu vois où les gens se disent « c'est hyper intéressant ça ». Ah ouais ? Moi, je suis nul pour savoir ce que les gens veulent. Il y a des gens qui sont très puissants pour dire « c'est exactement ça qu'il faut leur donner ». Ouais. Et moi, je suis là à faire, je sais exactement pas ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que tu fais beaucoup de comédie club pour avoir un spectacle ? J'en fais pas des masses, je vais te dire. Mais oui, à partir du moment où je serai parti, j'en ferai beaucoup. Il y a plusieurs choses. Je veux dire avant de livrer ton premier spectacle. C'est ça que tu fais, non ? Avant de livrer la première version, oui. Tu veux dire ? Je l'écris en entier. Ouais. Et ensuite, je vais tester les 10 minutes par 10 minutes. Ouais, voilà, ça. Parce que, presque plus pour me rassurer, c'est-à-dire que je vois la force des histoires. Je me dis, tiens, là, j'ai un 10 minutes d'emblée où je sais que c'est marrant, indépendant du reste. Donc, si jamais dans le spectacle, je suis un peu en flottement, je sais que dans 3 minutes, il y a mon histoire de 10 minutes qui est hyper solide. Elle va arriver, donc je vais pas vous... En vrai, mon travail... c'est horrible de dire ça comme ça. Mais mon travail au tout début, c'est d'être impeccable au niveau technique pour que les gens ne se rendent pas compte que le spectacle n'est pas prêt. Et c'est-à-dire, techniquement, c'est impeccable. Ouais. Donc, tu rigoles et t'es bien et t'es machin. Mais par contre, je ne suis pas capable de t'emmener dès le jour de la sortie du spectacle. Je ne vais pas être capable de t'emmener là où je suis capable de t'emmener aujourd'hui avec Focus. Et mon objectif, c'est d'obtenir un spectacle comme Focus. C'est que la technique, ce soit complètement secondaire. Mais la technique te sauve au tout début d'un spectacle parce que tu as les rires prévus, tu as les mécaniques prévues. Et donc, je pense que grâce à YouTube aussi, j'ai amélioré ma technique, ce qui fait que petit à petit, je suis capable d'aller plus vite au-delà de la technique. Donc, je suis très curieux de voir ce que je vais écrire pour le prochain spectacle. Et parce que du coup, donc pour les comedy clubs, tu fais 10 minutes, etc. Mais et donc après, tu as une espèce de résidence ou tournée de rodage. Ouais, que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. D'accord. Jusqu'à maintenant, je faisais les spectacles. Je restais toujours en programmation, je jouais tout le temps. Et puis le spectacle, je le modifiais un peu. J'enlevais une demi-heure là, je rajoutais, puis je rangeais, puis machin. Puis à la fin, c'est un nouveau spectacle maintenant. D'accord. Je savais pas. Parce que j'aimais pas l'idée d'aller rôder. D'accord. J'aime pas, je trouve que c'est nul. Enfin, en fait, je trouve que c'est très... c'est un peu prendre les gens pour des cobayes, et j'aime pas ça. D'accord. Et puis surtout, j'aime l'idée d'avoir l'obligation d'être vraiment bon. Ouais, et donc, je vais le jouer dans des salles là, entre 100 et 200 places pendant quelques mois. Le nouveau, je me suis mis ça en place, mais ce sera pas un rodage. Ouais, c'est-à-dire, je veux être mauvais devant le plus petit nombre de personnes. Je me cache, c'est-à-dire que si vous êtes que 100 à voir ma merde, ça m'arrange. Mais il faut bien que je démarre par quelque part. Donc, voilà, les prix des billets vont évidemment pas être machin. Mais moi, mon objectif, c'est de faire du mieux possible, mais de limiter ma honte. Mais ça, du coup, c'est un peu grâce au Comedy Club, parce que tu t'as testé, comme tu dis, des 10 minutes où tu es à peu près sûr. Donc tu le ferais pas, parce que je sais que j'ai entendu des podcasts où il y a par exemple Tristan Lopin ou Bérangère Krief qui font plus trop de Comedy Club avant parce qu'ils aiment pas ça, ou peu importe, et qui ils disent en gros ils développent pas les mêmes idées. Je pense que ça doit être ça. Ouais, enfin qui livrent un spectacle à ce qu'ils appellent les gens de confiance, je sais pas trop qui sont ces gens, mais justement, je ne veux pas. Moi, je veux livrer à des gens de pas confiance du tout. D'accord. Ok. Parce que moi, donc Comedy Club. Moi, je veux convaincre. Ouais. Quand tu arrives au Fridge, alors c'est un peu chiant d'ailleurs. J'ai découvert ça. C'est que je suis un peu connu, donc. Et en vrai, du coup, les gens s'attendent. Du coup, en fait, c'est encore plus horrible. J'ai découvert une nouvelle pression. Avant, la pression, c'était de faire des gens qui me connaissaient pas. Là aujourd'hui, la pression, c'est d'arriver dans des comedy clubs où les autres artistes me respectent pour des raisons qui leur appartiennent, mais qui sont pas du tout les raisons de ce soir. Ce soir, j'arrive avec une bouse, les gars. J'ai 10 minutes, je sais pas si c'est marrant. Il y a aucune raison de me respecter, mais tout le monde se dit putain. T'as pas envie que le moindre mec de 23 piges se dise putain, Averino, j'y étais. Hein. Il a fait 10 minutes horribles.
J'ai fait plus de rire que lui et après ce sera très bien, mais en attendant c'est vrai que t'as pas envie d'être, en fait là pour le coup c'est peut-être moi les moments les plus difficiles pour moi, c'est d'arriver dans des endroits où les humoristes me respectent plus que le moment où j'allais tout le temps en plateau et où on s'en foutait, on était tous potes. Là aujourd'hui j'arrive dans des endroits où les gens ils se disent ça va putain et je me dis putain faut que j'assure parce que sinon je vais décevoir tout le monde. Et en fait c'est plus ça, je découvre ça, je peux décevoir des gens. Enfin, pas décevoir des gens, je peux voir des gens. En fait, décevoir des gens, ça me dérange pas. Mais voir le regard des gens qui font. Putain, quelle horreur. Bah, ouais. Et comment tu bosses avec tes co-auteurs ? Sur le précédent, je faisais beaucoup de réunions avec Aude et Thibaut et Marion. Et j'arrivais avec des thématiques. Est-ce qu'eux aussi proposent des histoires ou comment ? Non, alors c'est vraiment moi la locomotive. Ouais, voilà. Nous, on explore ces sujets de société sur lesquels j'ai envie de gratter. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour Focus. Pour celui qui arrive, je ne sais pas encore exactement comment je vais traiter le truc. Je sais que là, j'ai pris beaucoup de temps avec Thibaut. On a pris 3 jours. On s'est enfermé dans un hôtel à discuter et jeter dans toutes les directions. Il y a probablement rien qui va en sortir, mais c'est des heures de travail qui sont nécessaires. Mais sur Focus, ça s'était passé où on avait des discussions autour de cette table-là d'ailleurs, où on papotait sur les trucs. Et ensuite de là, moi j'allais au turbin, quoi. C'est-à-dire écriture. Je voyais les histoires qui sortaient potentiellement des sujets qu'on avait mis et je revenais avec. Et puis je revenais avec et là à table et chacun avait à la lecture du truc se dire ah putain ça pourrait être marrant, ah ça c'est intéressant. Okay, Thibaut qui me dit ah moi il y a un jour il y a un mec qui m'a dit si t'es flexitérien, ah bah ça tombe bien parce que comme je suis en train de parler de végétarisme, ce serait sublime de l'intégrer à cette histoire là. C'est la seule chose que je n'ai pas vécue en disant je l'ai vécu sur scène parce que c'est Thibaut qui l'a vécu ce truc. Et puis ensuite à la fin c'est grosso modo je dirais que je suis quand même vraiment la locomotive du projet. C'est-à-dire que le spectacle, c'est moi qui en crée l'architecture, c'est moi qui écris la grosse trame de l'histoire. Derrière, j'ai Marion qui va me recentrer, c'est-à-dire qui va être capable de me dire attention, tu parles beaucoup d'écologie et du fait que tu es végétarien, mais tu n'es pas du tout végétarien. En vrai. Je t'ai déjà vu manger de la viande. Je lui dis oui, mais parfois. Elle m'a dit bah oui, mais n'empêche que sur scène, tu nous expliques à quel point il faut changer le monde de cette manière. Et tu nous dis que tu manges de la viande et quelque chose qui cloche dans ta décision. Ok, c'est vrai. Ouais, je retourne dans l'écriture, clac, et puis parfois, puis en fait, des fois, je mange de la viande, mais des fois, pas tout le temps. Mais je me suis retrouvé avec parce que, en vrai, c'est vrai que pourquoi j'ai décidé de dire que j'étais végétarien sur scène, parce que je trouve que c'est important de porter cette parole alors que je suis pas impeccable. Et puis en fait, en même temps, en étant végétarien, on s'est foutu de ma gueule parce que Adolf Hitler était. Et puis en fait, d'écriture en écriture, tu finis par arriver là et puis tu reviens avec tes blagues en disant bon alors, du coup, ça se lit les trucs aux autres et puis les autres ils font ah ouais, intéressant, putain marrant, ça ouais, ça non. Thibaut qui me dit putain mais ouais, le truc de la solitude dans la flotte, il faut qu'on y aille, il faut creuser. Ou Thibaut, il a des sentiments globaux de putain, ce serait bien de traiter ça. C'est que d'abord, j'ai du propos global dans le spectacle, j'ai un gros truc de voilà ce que je veux raconter, exemple. Et dans l'exemple, je vais traiter un petit truc, et puis en fait, ça va devenir une histoire, et puis à la fin, il va y avoir une situation. Et ensuite, il y a des accidents qui arrivent. Bozo est un accident terrible. C'est juste un soir où je me retrouve à jouer les prémices de Focus au Luxembourg. Pendant le confinement en France, ils n'étaient pas confinés au Luxembourg. Et donc, j'ai une date qui n'avait pas été annulée en mars 2021, je crois. Et je vais jouer là-bas. Puis il s'avère qu'en fait, y a 30 personnes parce que la salle est minuscule et qu'ils ont des restrictions qui font qu'ils ont été obligés de virer tout le monde. La salle, elle faisait que 200 places. Mais là, du coup, ils ont mis que 30 personnes espacées de 3 mètres. C'était horrible à jouer. Horrible en théorie. Mais en fait, les spectateurs étaient dans un état de joie totale. Moi, je n'avais pas joué depuis 6 mois. J'ai joué 2h15. Je racontais n'importe quoi. Et parmi toutes ces histoires-là, que je racontais, que je vivais, que de se retrouver seul à la maison, et y a Bozo qui sort, quoi. Et sur scène, pendant que je raconte Bozo, je me dis, tu l'as fait comme ça, tu l'avais pas réfléchi. Ah oui, j'ai raconté l'histoire de ma meuf qui saute en parachute, point. Et je rentre à la maison et je lui dis, je crois que vraiment cette histoire-là, elle est pas mal. Et en la faisant sur scène, il y a des gens qui m'ont dit, mais je crois que tu en avais déjà parlé dans un Dis donc Internet un jour. C'est marrant, hein. Ouais, c'est fou. Bon merci, t'as fait un beau résumé, t'as bouclé la boucle là. Ouais. C'était ma question de départ. Tu as répondu en 3 minutes à la fin, c'est génial.
Et bah, ça résume exactement ce que je vais faire. Exactement. Tu sais quoi ? Ça un spectacle. Mais oui, Tu c'est ça. fais une montagne de merde pour finalement le truc que tu aurais pu faire en 3 minutes. Mais t'es obligé de passer par tout ça pour pouvoir résumer tes 3 minutes. Exactement. Bah, c'est génial. On a fait une allégorie de l'écriture du spectacle en parlant de l'écriture. Et ça, c'est incroyable. Trop bien. Et ben merci à vous. C'était un merci. grand plaisir d'être dans vos locaux et j'espère avoir l'occasion d'y revenir un jour.